Et en réalité, ce sont ces hauts cadres et ces hauts fonctionnaires qui dirigent d'une dictature et d'une main de fer nos services publics, hauts fonctionnaires qui viennent des partis politiques la plupart du temps, et qui ont bien plus de pouvoir que ces ministres qui ne font que passer. Philippot, en 20 ans, il a déjà vu passer 6, 7 ministres. Ce fait de faire partie de cette élite des hauts cadres de l'RTBF, tous ceux qui gagnent au-dessus de 150 000 €, et il y en a un paquet, c'est le prix du silence. C'est toujours un plaisir de rencontrer Claude Archet, cofondateur de Transparencia. Bonjour Claude. Bonjour Alexandre. Je te pensais en voyage, tu n'étais pas parti avec le trio, parce que tu viens de publier une info quand même intéressante qui va sans doute être étouffée parmi le reste. Oui, effectivement, on avait vu la démission du président du Parlement wallon pour son voyage à 20 000 € à Dubaï, à 19 500 € avec son greffier du PS et l'autre du MR. Et on a trouvé mieux. Mais il y a mieux, il a été battu, donc on a 3 députés wallons qui ont été accompagnés d'2 Ukrainiens à Monaco. C'est gentil ça. C'est gentil parce que bon, le peuple ukrainien souffre beaucoup, donc on a accompagné 2 députés ukrainiens à Monaco dans le cadre de la promotion de la langue française pour 4 jours à 19 700 €, donc un peu plus que Jean-Claude Marcourt et Frédéric Hansen. Donc ces 3 députés sont Jean-Charles Luperto pour le PS, le chef du MR wallon Jean-Paul Wall et Mathieu Dalle de Écolo. Donc 5 000 € par jour, quelque chose comme ça. C'est pas mal. En fait, le billet d'avion, je regardais sur les moteurs de recherche à cette date-là, c'était en avril, c'est 114 € aller-retour le billet d'avion pour Nice avec EasyJet. Donc les 19 700 € doivent venir d'ailleurs. Donc ce sont des palaces essentiellement, plus les services dans les palaces. Merci aux contribuables belges. Tout à fait, et je pense que le peuple ukrainien est très heureux de savoir que c'est en son nom qu'on dépense 20 000 € pour ça. Je crois qu'ils auraient bien besoin qu'on les mette ailleurs. Complètement. Mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Tout cela ne nous regarde pas. Évidemment, nous qui pensions que les parlementaires étaient là vraiment pour le bien commun. Les affaires sont de plus en plus, et Transparencia est là pour ça, pour révéler toutes ces escroqueries, magouilles. Mais aujourd'hui, on va parler du mastodonte belge qui est la RTBF. Voilà, notre média public, le plus grand média public francophone belge, et son mode de fonctionnement pour le moins un peu opaque, et surtout ce que ça représente non seulement en services rendus, en contribuables, en salaire de très hauts dirigeants. Il y a énormément de choses à dire, oui. puisque bon, c'est la plus grande entreprise publique, une des plus grandes ou plus importantes. Public non, il y a la SNCB, c'est bien plus grand, hein, mais simplement en termes de budget de la communauté française. En termes de budget, oui. Dans le budget de la communauté française, c'est immense. Voilà, ça représente, on connaît cet énorme gaspillage qu'est la Gare de Mons, sur 10 ans, 350 millions gaspillés, et là, la RTBF, c'est une Gare de Mons tous les ans. C'est chaque année 305 000 € d'argent public, 305 millions, 400 millions de budget total, dont 305 millions de subsides. Donc c'est chaque année une Gare de Mons qui disparaît. Alors si c'était pour un bon résultat... Ouais, peut-être que médiatiquement, ils construisent énormément de choses. Ah, tout à fait. Voilà, on imagine qu'au lieu d'avoir une émission investigation, on en aurait 10, et pas juste une seule pour 300 millions d'euros, qu'on aurait des JT vraiment dont le but n'est pas d'interviewer des ministres toute la journée. Ah, ça serait très bien. Moi, je suis pour une RTBF à 300, 400 millions si elle fait un boulot d'éducation populaire, de sensibilisation. Ce qu'elle faisait beaucoup plus avant, non? Oui, il y avait tout à fait beaucoup plus avant. Bon, maintenant, si vous regardez tout ce qui est journal télévisé ou interview politique, c'est juste en service de presse des partis politiques. C'est de la propagande politique. Bon, c'est un service de presse, des partis politiques où essentiellement un ministre dit A, on dit merci, l'autre ministre dit B, et on cherche à ne pas faire de vagues, sauf dans certaines émissions, quand même, qu'il faut le relever. Il y a l'émission Investigation qui a révélé aussi les magouilles au Parlement wallon, donc qui fait ce bon boulot, mais c'est un peu... Voilà, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Cette émission Investigation ne coûte pas 305 millions. Combien d'employés à l'RTBF? Il y a près de 2000 employés. Ouais, c'est assez énorme en fait. Hein. C'est assez énorme, 2000 employés. Quand on pense qu'il y a des petits médias qui tiennent avec 10 journalistes parfois, une rédaction de presse d'un journal comme Le Soir, qui est le plus gros journal francophone belge, c'est 30, 40 fois moins d'employés que l'RTBF. Et voilà, ça c'est quand même un budget considérable. Alors, en soi, une télé publique, ce n'est pas du tout un problème. C'est la question du contrôle des citoyens sur leur télévision. Ça nous appartient, la RTBF, c'est un service public. Et avec Transparencia, on s'est toujours battu contre les refus et l'opacité de la direction de la RTBF. Pas contre les salariés de la RTBF qui font ce qu'ils peuvent. Cette direction est heureusement, grâce à notre combat, soumise à la transparence administrative depuis 3 ans.
C'est-à-dire que chacun a le droit de demander à l'administrateur général Philippot tous les documents internes, toutes les dépenses, tous les choix, toutes les études internes, les avantages des cadres, les choix de programmation de la RTBF. Philippot, qu'il faut quand même le rappeler, a touché un sursalaire pendant des années et a même modifié des textes officiels, en tout cas a menti dans des documents qu'il devrait rendre. Exactement. Ben, comme on dit toujours, le poisson pourrit par la tête. Ben, la tête à la RTBF, elle est bien pourrie. On regarde bien Philippot, qui lui-même, c'est un exemple même du haut fonctionnaire, le manager public qui est là depuis 20 ans, inamovible, il a peut-être vu 10 ministres passer, il s'en fout du ministre, le ministre y passe. Lui, il est là, inamovible, depuis 20 ans, et il vient, bien sûr, c'est un ancien chef de cabinet de Charles Piquet, ministre-président socialiste de la région bruxelloise. Ce type qui a fait sa carrière via le SAMU social, même avant d'ailleurs, les ancêtres du SAMU social, donc c'est quelqu'un de bien ancré dans le paysage politique socialiste. Il a un bon carnet d'adresses. Exactement. Et donc il a menti effectivement sur ses rémunérations, non seulement en dépassant le plafond légal, mais en faisant des faux dans les rapports annuels de la RTBF. Et plus que ça, ils ont fait, quand des employés l'ont fait remarquer, notamment Christine Sprumont, il y a une chasse aux sorcières de 2 ans qui a coûté près de 900 000 € de frais de ce genre de l'RTBF, d'avocats qu'on a mobilisés pour faire cette chasse aux sorcières et la licencier. Et, avec l'accord du conseil d'administration, rappelons-le quand même. Tout à fait, avec l'accord du conseil d'administration. On y reviendra. Donc ça montre bien le côté très sensible d'une information aussi simple. Combien gagne le plus haut fonctionnaire de la RTBF, je l'appelle bien fonctionnaire, parce qu'on parle d'un service public, et que donc ils sont soumis à la transparence administrative. Ce plus haut fonctionnaire, sa rémunération a été en 2018 plus élevée que celle du président des États-Unis. Donc il faut imaginer qu'on a un média local finalement. C'est 4,3 millions de francophones, d'auditeurs potentiels. À l'échelle de la France, ce serait Télé Alsace. Il était à 30 000 € plus ou moins. Alors net, oui, il arrivait à plus de 400 000 $, parce que le salaire du président des États-Unis c'est 398 000 $, c'est pour ça que j'ai plus. Donc en euros à l'époque c'était 376 000 €, sans compter quelques mandats aussi dans des boîtes d'assurance liées au Parti Socialiste, comme PNV, etc. Mais ces documents avaient été falsifiés. Donc non seulement c'était illégal, mais le rapport annuel des rémunérations était faux. La même chose s'est passée sans faux en écriture en Allemagne, pays d'à côté. Là, on parle quand même de 82 millions de personnes, hein, pas juste 4,3 millions de francophones. Eh bien, en Allemagne, cet été, la directrice du service public allemand ARD a dû démissionner pour avoir s'est octroyé des sursalaires, etc. Au-dessus de 300 000 €. Elle gagnait moins que Philippot. Donc on a un directeur d'un média très local, hein, pour 4 à 5 millions de francophones, qui va faire quoi? Gagner plus que le président des États-Unis, plus que le directeur de télé du plus grand pays d'Europe en termes de population. C'est tout à fait incroyable. Ça indique aussi bien l'état mafieux, la structure mafieuse de notre pays aussi, hein, le fait qu'ils soient encore en place. Ah, tout à fait, bien sûr. Et ce qui est très marrant, c'est que les gouvernements changent, les conseils d'administration changent, parce qu'on a même le PTB écolo qui ont des hautes responsabilités. Oui, le PTB au conseil d'administration. Mais rien ne change. On a le vice-président, quand même, il faut quand même faire un appel à Raoul et Debeau. Écoute, monsieur Debeau, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la vice-présidence de la RTBF avec Vincent Engel, qui ne fout rien. L'appel est lancé. Tout à fait. Monsieur Engel a refusé de nous transmettre les documents qu'on lui demandait au même titre que Philippot, en disant « je ne veux pas me disputer avec monsieur Philippot ». C'est tout simple. Donc, ces gens utilisent le vote de millions d'électeurs du PTB pour, au final, ne rien en faire. C'est pas la faute au PTB, non seulement, mais c'est la faute au PTB qui ne contrôle pas ses administrateurs et qui devrait le virer. En fait. À la même chose écolo, qui, quand il était dans l'opposition, dénonçait ce genre de dérive, écolo à la présidence de la RTBF. Donc on a des mandataires politiques qui ont le pouvoir de faire démissionner non seulement Philippot, pour ses exactions multiples et variées dont on va parler, mais aussi tous les autres hauts cadres. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que Philippot n'était pas seul. D'autres gagnaient encore plus que lui. On avait le directeur de France Télévisions. En fait, Philippot souhaitait aller briller à Paris, comme beaucoup de Belges. Et il rêvait de prendre la tête du service public français. Pour ça, il a eu une très bonne idée, hein, on peut appeler ça de la corruption, il a proposé un poste au directeur de France Télévisions à la RTBF, comme directeur de RTBF Télévision. Et comme évidemment il est français, il faut la guicher avec un haut salaire, il gagnait plus que lui, donc bien plus que le président des États-Unis. On était à des montants, si je le fais en dollars, on arrive à 440 000 $ par an. Donc, il était, non seulement Philippot n'était pas le seul, mais il a carrément, on va dire, acheté des dirigeants à sa botte. Et le dirigeant de France Télévisions est effectivement venu ou il a essayé de lui... Non, il est venu. Donc, mais en échange, Philippot n'a pas réussi
à se hisser à la tête de France Télévisions. Mais le directeur français de France Télévisions est toujours à l'RTBF. C'est toujours un directeur actuellement à l'RTBF. Okay. On avait le directeur de la radio aussi qui gagnait. Donc, pour s'assurer la bienveillance des autres hauts cadres, il leur donnait même un salaire plus élevé que lui. Et tout ça, en toute opacité, personne... Alors maintenant, il y a un rapport officiel de transparence du conseil d'administration et qui est publié même sur le site internet. Là aussi, on a vu qu'on pouvait faire défaut, mais on remarque des salaires aussi incroyables à d'autres échelles. On remarque une directrice du personnel qui a 250 000 euros, un directeur juridique qui est entre 150 et 200 000 euros. On a un journaliste, le directeur de l'info, donc vraiment... l'homme, le censeur, on va dire, hein, celui qui dirige la rédaction de toute l'info et le sport à l'RTBF, la plus grande des directions, qui gagne 200 000 euros par an. Mais que fait le cabinet Linard, qui est censé Eh bien, c'est une bonne question. Pour contrôler les médias? Eh bien, pour tout le contrôle politique, comme c'est souvent le cas en Belgique, les politiques s'en lavent les mains, pensent à leurs prochaines élections, et en réalité, ce sont ces hauts cadres et ces hauts fonctionnaires qui dirigent d'une dictature et d'une main de fer nos services publics, hauts fonctionnaires qui viennent des partis politiques la plupart du temps et qui ont bien plus de pouvoir que ces ministres qui ne font que passer. Madame Linard, c'est juste une intérimaire. Elle obéit. Pardon? Elle obéit. C'est pas qu'elle obéit, c'est qu'elle ne veut pas faire de vagues. Ces gens ne veulent pas... Elle veut garder son poste, sa carrière, monter. Elle a été élue en 2019, on est en 2023, l'année prochaine, elle part sur un autre poste. Eux, ce qui compte, c'est leur prochain poste de ministre. Ils ne vont pas rester deux mandats d'affilée avec la tutelle sur l'RTBF, on donnera la patate chaude à quelqu'un d'autre. Philippot, en 20 ans, il a déjà vu passer 6, 7 ministres. Maintenant, il a un conseil d'administration avec des écolos et des PTB, ça ne change rien du tout. Alors à un moment, ces politiques, s'ils avaient le courage d'affecter, de réaliser le mandat que les électeurs leur ont donné, ils vireraient ces directeurs immédiatement. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. En Allemagne, dès que les faits ont été su... C'est tellement grand, quoi. C'est tellement grand que directement la directrice a dû démissionner. En Belgique, ça sort, censuré par plein de médias comme l'RTBF forcément, mais ça sort même dans des plus médias. Mais personne, tout le monde dit « Ah ben oui, c'est pas de chance ». Et les politiques, effectivement, ne font pas ce qu'ils sont censés faire, comme seul le ministre Dermain, le ministre socialiste Dermain, est le seul qui a eu vraiment les couilles, on va dire en Wallonie, dans l'affaire Publifin, de virer Stéphane Moreau, de casser les ventes, la vente de vous, là, il y a un fonds de pension américain. C'est le seul qui a pris ses responsabilités. À part ce ministre-là, tous les autres, ne faisons pas de vagues, pensons à notre prochain poste. Donc on a ce paquebot de la RTBF qui vous coûte une garde-monstre chaque année. Oui, on y revient, donc où le corrupteur est censé être le garant de la transparence. C'est là où on en était. Alors, effectivement, donc le garant de la transparence. Quelles sont les autorités de contrôle sur les citoyens? Donc d'abord, on est très fiers et Transparentia d'avoir fait en sorte que la RTBF soit bien considérée comme une administration. Donc, vous pouvez lui poser n'importe quelle question via notre site. En 30 jours, il doit vous répondre. Derrière, dans la boîte email de Philippot, on trouve son alter ego, donc Pierre-Simon de Coster, 150 à 200 000 euros par an, service juridique dont le but est de bloquer vos demandes. Donc on doit se battre, voilà. Donc le but c'est de licencier les lanceurs d'alerte, c'est lui qui s'est occupé du licenciement. Donc j'ai fait une demande qui a coûté son salaire en heures de travail qu'il a participé, pendant 2 ans à cette chasse aux sorcières pour licencier Christine Strumont, plus les 3 bureaux d'avocats, 3 qui ont été engagés. Et pas n'importe lequel, hein. Oui, les plus évidemment, hein, on retrouve souvent des grands bureaux d'avocats, plus des experts pour analyser les ordinateurs, pour tracer, parce que Philippot est un peu paranoïaque, il trace les PC de tous ses employés, du conseil d'administration, qui eux-mêmes ont peur, les administrateurs nous disent qu'ils ont peur de se transmettre des documents, vous imaginez. Et donc tout ce coup, on lui demandait simplement, donc il ne répond pas bien sûr, et on va devant la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, donc qui est censé être un organe de contrôle. Indépendant. Un organe tout à fait indépendant. Et donc dès cet organe tout à fait indépendant, la question est assez simple, c'est qu'a coûté le salaire de Pierre-Simon de Coster pendant les 2 ans de chasse aux sorcières contre la lanceuse d'alerte, pour la licencier à multiples reprises, parce qu'à chaque fois la justice a cassé ce licenciement, qu'a coûté les bureaux d'avocats, et donc nous on l'estime à 800 à 900 000 euros, voilà, dans pure perte. Donc tout ça pour licencier quelqu'un qui a remarqué les faux en écriture du directeur de l'RTBF. Oui, qui a fait son travail, quoi. Qui a fait juste son travail, effectivement. Et donc la réponse à la CADA est très très drôle, c'est, on a déjà fait plusieurs demandes, hein, et cette demande c'est, ah non, ça c'est le secret défense, vous imaginez, on est le secret des affaires de l'RTBF, ça compromettrait, ces avocats ne voudraient pas qu'on sache qu'ils travaillent pour l'RTBF. Il y a des détails qui sont fournis
qui relèvent de la stratégie de l'entreprise et qui, à mon sens, ne doivent pas non plus être révélées. Je pense que la CADA ne peut pas imposer de révéler l'identité d'un avocat choisi par la RTBF. Vous savez, ah bon, c'est le réglementaire de la RTBF. Non, il y va du secret des affaires de la RTBF. Quel secret des affaires dans une administration publique payée entièrement par nos impôts? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces cabinets d'avocats qui ont l'habitude de travailler avec ces ministres? On a une petite niche de grands cabinets d'avocats qui travaillent tout le temps avec les services publics et qui sont chargés de les protéger contre les citoyens, on va dire ça comme ça, ou contre des employés lanceurs d'alerte. Donc, il ne voulait pas dévoiler le nom de ces cabinets. Pas de preuve, je les ai trouvés, on les a trouvés nous-mêmes. Donc, on lui demande les factures de ces 3 à 4 cabinets d'avocats. De nouveau, on pose la question secret des affaires. La question de son temps de travail, pendant 2 ans, combien a coûté en heures de travail son salaire de 150 à 200 000 euros, si on regarde ça au prorata de ses heures de travail, qu'il a passé entièrement à se battre pour évincer la lanceuse d'alerte, il répond que ce document n'existe pas. Ça ne pourrait pas être estimé et donc établir une évaluation du nombre des 6 personnes citées par M. Archer dans sa demande, littéralement impossible. Et il est évident que ce montant des honoraires n'a pas à être révélé de manière publique. Jamais le conseil d'administration n'a considéré que Mme Strumont était une lanceuse d'alerte. Je ne connais pas mon temps de travail. Et la CADA dit, il dit que le document n'existe pas. Dans la législation, la RTBF ne peut pas fournir un document qui n'existe pas. Je dis, mais vous avez peut-être un agenda, c'est Outlook qui est utilisé. Donc vous avez vos réunions, on peut bien voir les réunions et les temps de travail que vous avez approximativement consacrés pendant 2 ans à ce dossier, en tant que directeur juridique. Il ne sait pas. Donc c'est très marrant, on demande à la RTBF quel est le temps de travail du directeur juridique. Lui, il répond, il est en conflit d'intérêt évidemment, comme c'est lui-même qui répond sur son propre cas, à la CADA, le document listant mon temps de travail n'existe pas. Ce document n'existe pas et ne saurait être produit par la SIDF. Il est matériellement impossible de déterminer le volume d'heures prestées par chacun de ces agents. Et la CADA va dire, ah oui, on ne peut rien faire. Et qui est membre de la CADA? Alors dans la CADA, j'étais très surpris. Vous avez le secrétariat qui est assuré par des fonctionnaires de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Déjà, c'est déjà un conflit d'intérêt en soi, hein, vu qu'eux-mêmes, souvent, trouvent des astuces techniques pour rendre les recours irrecevables. Je maintiens que le délai de recours dans ce dossier est expiré. En disant, on n'aime pas Transparency, on n'aime pas votre email, il manque quelque chose. Par exemple, il me demandait de trouver que mes emails, rien ne prouvait que mes emails étaient certifiés. Il voulait que je fasse des copies d'écran de mes emails, pour les confirmer. Voilà, du petit jeu comme ça. En fait, ce ne sont plus des garde-fous, c'est des filtres plutôt. Tout à fait, ce sont des filtres, mais ce sont des filtres, je crois qu'on peut faire plier. Et s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est qu'il faut vraiment faire un appel aux lecteurs, à tous les gens qui regardent cette vidéo, à vos lecteurs, de dire, continuons, la digue va céder. Continuons à poser des questions. Ces gens, exposons-les sur la place publique. On connaît leurs noms. Au secrétariat, on a M. Lormans, on a un magistrat de la ville de M. Di Rupo qui dirige la commission. Et surtout, ça c'est fantastique, qui on a comme membre indépendant de cette commission? Un avocat qui travaille très fréquemment pour des ministres socialistes. Alors ça c'est très drôle. Donc moi je me retrouve dans d'autres affaires où je suis un lanceur d'alerte dans le domaine du logement. Je fais une action collective pour que des familles précaires soient remboursées contre la ministre, la secrétaire d'État au logement bruxellois, Nawal Benamou. Cette action collective est parue dans la presse, il y a au moins une 20aine d'articles de presse, tout le monde sait que je mène cette action, on a fait une conférence de presse. L'avocat qui défend la ministre Benamou contre notre action est le membre indépendant de la CADA. Et donc moi je le dis à chaque fois, mais vous êtes en conflit d'intérêt, monsieur. Vous êtes opposé à moi dans une affaire juridique. Vous devez être remplacé. Je, à titre personnel, je n'ai aucun différent avec vous, associé, et comme avocat non plus. Je n'ai aucun dossier pour un client en pouvoir public contre un certain M. Archer. Si, donc je rappelle à la commission simplement que vous êtes mandaté par le cabinet de Mme Benamou dans le dossier des allocations loyers. Ah mais non, je n'ai rien contre vous. Et donc, ah d'accord, mais en fait, vous auriez dû faire une demande de récusation. Ah mais je l'ai fait. Ah mais vous l'auriez dû l'adresser au président de la CADA. Mais je dis comment on s'adresse au président de la CADA? Ah, en écrivant à la CADA, mais c'est ce que j'ai fait. Oui, mais pas au président de la CADA. Et on tourne comme ça en rond, avec un jeu de dupes. Mais finalement, ces gens sont des clowns, et il faut les exposer. Hein, là, c'est l'avocat Jérôme Soyer, qui est en conflit d'intérêt. Pierre-Simon de Coster, directeur juridique de la RTBF, qui lui-même répond sur les questions de son propre salaire, il est en conflit d'intérêt. Lorsque j'interviens devant la CADA, c'est évidemment au nom et pour le compte de la RTBF. Et je ne vois pas en quoi il y aurait un éventuel conflit d'intérêt en mon chef.
à défendre les intérêts de la RTBF de manière générale. Voilà, si la CADA estime qu'il y a un conflit d'intérêts, il eût été souhaitable qu'elle nous le dise d'emblée directement, mais je pense que ceci ne devrait pas poser problème. Le magistrat de la région de Mons, je ne me prononcerai pas, il est très sympathique au demeurant. Le secrétaire de la CADA, qui est lui-même un fonctionnaire de la communauté française, qui est en fait lui-même en situation de conflit d'intérêt, elle n'est pas vraiment indépendante. Mais ces trois personnages, on peut les faire plier. Et je crois qu'il faut continuer avec les gens à dire on a le droit à savoir pourquoi on a une télé qui se met au service public des partis politiques et pas au service des citoyens, qui filtre de manière incroyable toutes les informations au journal télévisé. Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'Info, c'est pas pour rien qu'on le paye 200 000 €. Un journaliste belge qui est payé 200 000 €, c'est incroyable. C'est énorme. Eh bien, c'est le filtre. Voilà, je me suis amusé souvent à le dire. Vous avez le choix, un filtre Brita pour filtrer, c'est une cartouche Brita, c'est 22 €. Eh bien, le filtre RTBF, c'est 200 000 €, c'est un peu plus cher. On a un journaliste qui gagne le même salaire que le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont dépend l'RTBF, Pierre-Yves Géolet. Vous imaginez, c'est un journaliste qui a des salaires de ministre. Mais c'est pas pour rien, c'est une forme de corruption. C'est ce fait de faire partie de cette élite des hauts cadres de l'RTBF, tous ceux qui gagnent au-dessus de 150 000 €, et il y en a un paquet, c'est le prix du silence, tout simplement. Donc, les citoyens ont le droit de demander. On a à la RTBF, on a découvert près d'une centaine de hauts cadres qui ont des avantages assez impressionnants, comme des voitures de société. Alors, il faut quand même expliquer pourquoi il faut 114 voitures de société à la RTBF. Alors qu'il y a un parc de voitures disponibles. Alors qu'il y a un parc de voitures disponibles et qu'ils peuvent toute la journée utiliser les voitures de la RTBF pour se déplacer. Mais tous ces avantages, qui sont une sorte de... Bon, les journalistes eux-mêmes dépendent de cette, on va dire, de cette caste. Hein, eux-mêmes doivent obéir à leurs ordres. Eh bien, on doit faire la transparence, identifier ces personnes, connaître tous leurs avantages, combien ça coûte, quel est leur pouvoir d'influence, comme Jean-Pierre Jacquemin en tant que filtre de l'information, tous ceux qui acceptent de jouer dans ce système, hein, les journalistes qui espèrent monter dans la hiérarchie de l'RTBF et qui acceptent ce système. Je prendrai l'exemple de François de Brigode. François de Brigode, je crois qu'il a inventé ce qu'on peut appeler l'interview de complaisance. C'est spécialiste. C'est plus du journalisme, ça. Daoud aussi. Oui, Daoud aussi. Placé. Daoud, il a l'air un petit peu plus incisif, mais bon, c'est quelqu'un du sérail aussi. C'est un fils d'une famille de magistrats. Famille, voilà. Son oncle, c'est l'avocat Didier Renders. Ses parents sont tous des magistrats bien connus sur la place de Liège. Hein, lui-même, voilà, il a été proche de la Galaxie Moreau, de Nofrio, etc. au Standard. Mais tout ce petit monde, évidemment, ces connexions, le public ne les connaît pas. Hein, François de Brigode, hein, on dit qu'il est les parrains d'un enfant d'une ministre socialiste, hein, Onkelings pour ne pas la citer, avec des liens très très proches aussi dans différents cercles de rencontres. La maçonnerie, il faut le bien dire, hein, mais bon, la maçonnerie, vous allez à la Libre Belgique, c'est pas la maçonnerie, c'est des cercles plutôt catholiques, mais ce sont des cercles de pouvoir simplement qui permettent d'étoffer son carnet d'adresses, et où les plus grands opportunistes utilisent la maçonnerie comme un piédestal pour leurs affaires. Simplement. Et donc, tout cette noyau dirigeant qui n'a aucune peur du politique, il faut le démasquer. Les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, le vice-président PTB de la RTBF, Vincent Engel, ne prend pas ses responsabilités, il touche ses jetons et il se tait. Le président écolo de la RTBF, Baptiste Herkens, ne prend pas ses responsabilités. Ces gens partiront après 5 ans de mandat, et toute cette caste de hauts cadres de la RTBF, avec des salaires de président des États-Unis, reste là, et filtre l'information et s'octroie des avantages tout à fait indus. Ça, cette digue, on peut la faire céder. Et les associations, je veux dire, les organismes dont on pense qu'ils protègent les citoyens justement contre cette corruption, que fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que fait, on pourrait même parler de l'AJP, c'est quand même lié à l'Association des journalistes professionnels. Tout à fait. Et que font l'ADJ, hein, l'autorégulation de l'autorité de la déontologie journalistique. Qu'est-ce que c'est tout, je vais citer 3 cas que je connais. J'ai pris donc le cas de la CADA, Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les multiples conflits d'intérêts. Donc ça, c'est une ligue, c'est 3 personnages en fait dont il faut demander la démission. Mais on peut faire céder cette digue, parce que la loi est là. C'est juste que la loi n'est pas appliquée et ils ne sont pas du tout neutres dans leur jugement. Deuxièmement, il y a le médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, lui, ne veut pas intervenir. Je peux vous montrer comment ne pas faire de vagues et sa religion comme tous les autres. Qu'est-ce que j'en ai noté? On a le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a un rôle fondamental au moment des élections. Grand moment démocratique, de notre grande société démocratique, pour vérifier que les temps de parole des partis politiques sont respectés et qu'un débat juste, équilibré, donnant à chacun les chances d'être élu,
soit organisé par la RTBF. Grande surprise, les temps de parole n'étaient pas respectés. Certains, notamment le PTB, a été gravement lésé dans les deux élections, 2018 et 2019. Des plaintes ont été introduites. Déjà en 2018. La plainte est gérée par qui? Par Hermeline Gosselin, qui s'occupe du CSA à l'époque, chef de cabinet, ex-chef de cabinet de Elio Di Rupo à Mons. Ministre-président, président du Parti Socialiste à l'époque, maintenant ministre-président de la Wallonie. Donc c'est déjà une blague. Quand vous vous retrouvez face à la chef de cabinet d'Elio Di Rupo qui doit trancher si la RTBF favorise le PS, c'est une blague, vraiment. Et donc évidemment, là c'est très très drôle. Donc les faits sont avérés. La RTBF a triché, elle a tout fait pour que le PTB soit le moins visible par les électeurs. Franchement, je pense que le PTB ne les a pas été trop, rancuniers, vu que maintenant, ils caressent leur administrateur, en tout cas, caresse les pieds de Philippot. C'est ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Pour la prochaine. Mais, bon, petit se dit, on est rentré dans le sérail maintenant, plus de problème. Donc, mais démocratiquement, non seulement le PTB, mais aussi toutes les listes citoyennes qui s'étaient développées en 2018 ont été complètement censurées, n'ont pas eu les temps de parole que le contrat de la RTBF demandait de respecter. Dans sa mission de service public, ce média est obligé de respecter cette proportionnalité des temps de parole, et en tout cas quelque chose d'équitable. Il y a un contrat, c'est mathématique à vérifier. Ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui se passe? Le CSA, quand même paraît très difficile de vérifier les proportions. Hein. Il y a une liste d'émissions, elles sont listées, on regarde les temps de parole, tout le monde peut faire ça. Le CSA réfléchit en octobre. Il réfléchit en novembre. Il réfléchit en décembre. Il doit encore vérifier ces chiffres. C'était 4 parties, vérifier les proportions, c'est très compliqué. Hein. Et il réfléchit en janvier. On fait des rappels, tous les mois, on fait des rappels. On est encore en train d'examiner le cas. Je dis, c'est un peu long quand même pour vérifier une règle de 3 et 4 chiffres. Et alors ils nous disent au mois d'avril, à la veille des élections de mai, ça sera peut-être un bon enseignement pour les élections suivantes dans 5 ans. Donc en fait, comme le CSA aurait dû taper du poing sur la table, dire que les élections de 2018 avaient été organisées de manière inéquitable pour certains partis, essentiellement la liste citoyenne et le PTB, elles auraient dû à ce moment-là prendre les mesures nécessaires pour compenser ça et que ça ne se produise plus aux élections de 2019. Le CSA n'a jamais publié son avis avant les élections de 2019. Il l'a publié juste après. Oh, hasard. Voilà. Et c'est comme ça que ça se fait. Et qu'est-ce qu'on, en remerciement, Hermeline Gosselin, qui était déjà là, ex-chef de cabinet d'Elio Di Rupo, n'est plus au CSA. Qu'est-ce qu'on lui a offert? Eh bien, c'est pas qu'on lui a offert, c'est qu'elle est partie vers d'autres sphères privées. Elle est partie comme consultante dans le privé. Et elle fait une boîte de consultance avec... parce que par rapport à ça, vous pourriez aller maintenant saisir les autorités judiciaires. Vous voyez les autorités publiques qui trichent manifestement dans la part la plus importante, qui est le contrôle des élections, la proportionnalité des temps de parole. Ça mériterait d'aller chez le procureur du roi. Mais justement, Hermeline Gosselin est partie du CSA pour fonder un cabinet de consultance avec qui? Avec le procureur du roi de Bruxelles, Monsieur Meyer. Donc voilà, c'est ce petit monde. C'est un beau conte de fées. C'est un beau conte de fées, effectivement. Et donc, c'est très drôle de voir cette caste qui s'organise et qui nous fait croire qu'on est... En fait, le but, c'est toujours de faire croire à cette religion de la démocratie, faire croire aux gens qu'il y a une gauche, une droite, des verts, des oranges, etc. Bon, alors que les dés sont pipés depuis le départ. Ils sont tous copains comme cochons. Ils ont fait très très fort, puisque après, aux élections de 2019, le grand débat électoral, le sommet de la télévisuelle de l'RTBF, donc le débat là, une semaine avant les élections, eh bien, le PTB était absent. Il y avait tous les chefs de parti, sauf le PTB. Alors, le prétexte utilisé par Thomas Gadisseux, qui gérait l'émission, bras droit de Jean-Pierre Jacquemin, était assez original. Il a inventé une petite astuce, parce que quand même, on a une chaise vide d'un parti qui est crédité de bien plus de voix qu'Écolo et plus que le CDH, dont les présidents sont présents là. Absent, il dit, ah mais oui, parce que le PTB est un parti unitaire, et donc il n'a qu'un président, et donc on doit inviter, c'est un flamand. Mais en même temps, de l'autre côté du couloir, à la télévision flamande, à la VRT, qui est dans le même bâtiment, il y a le débat politique flamand à la même heure. Le président ne sait pas se dédoubler. Et donc on décide à l'RTBF que, eh bien, il faut une chaise vide parce qu'il a choisi d'être chez les Flamands. Ça, c'est le choix du PTB, hein, ils ont le choix d'être chez les Flamands. Parce qu'on ne peut reconnaître, alors que bien sûr, ils ont un porte-parole francophone, Raoul Edebouw, qui est devenu président.
Et donc il y a eu une chaise vide. Donc là, c'est scandaleux. Qu'on vote PTB, qu'on ne vote pas PTB, c'est tout à fait scandaleux. Dire qu'un parti qui représente presque 20% des électeurs maintenant dans les intentions de vote soit absent du débat électoral, eh bien toutes ces infractions, allez-y, vous pouvez aller chez le procureur du roi ou le futur collègue de Madame Gosselin qui dirige l'autorité de tutelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel est en affaire pour un cabinet de consultance par la suite. Ouais, il ne faut pas beaucoup plus attendre des niveaux locaux, Claude, ou par exemple des communes où la logique de parti, il y a peut-être plus de choses à faire, mais la logique de parti colonise tous les niveaux de pouvoir. Oui, mais ça n'a rien d'inévitable. Je veux dire, on est dans un tout petit crottin de cheval en Belgique francophone. C'est vraiment le trou de cul du monde. Hein, ces gens se prennent avec des salaires plus grands que les présidents des États-Unis, mais allez, l'RTBF, 4,3 millions d'auditeurs potentiels, c'est ridicule, c'était les Alsace, quoi. Et face à ça, ces digues, on peut les faire céder. Il ne faut pas du tout être résigné. Dire, cette CADA qui protège ou ce CSA, il faut faire appel à nos lecteurs pour envoyer des centaines de demandes jusqu'à ce que ça casse. Identifier, mettre sur la place publique la tête des responsables, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de démissionner. Ce n'est pas du tout un combat perdu. Une fois qu'on connaît la toile d'araignée de quelques personnes qu'on a placées aux bons endroits, les faire tomber n'est pas un problème. Donc je ne crois pas du tout qu'il faut se résigner. Je pense qu'on doit rire de ce cirque de notre petite mafia francophone belge. Hein, moi je raconte ça à l'étranger, tout le monde rigole évidemment, c'est un sketch. Hein, on se dit tellement... Oui, avec des effets quand même graves et... pour ne parler par exemple que des logements sociaux, mais il y a d'autres choses. Et l'information aussi, parce que ça veut dire que, pour revenir sur l'RTBF, toute l'information qui est donnée est potentiellement faussée, et je veux dire même pas est d'office orientée. Oui, tout à fait. Écoutez, mais même dans des affaires internationales, ils ont tellement peur de leur ombre, de froisser le moindre homme de pouvoir, que même dans l'affaire, par exemple, des Pandora Papers, une enquête incroyable de centaines de journalistes au niveau du monde, de la Terre entière, qui ont exploité des millions de documents de fuite venant des banques dans les paradis fiscaux, exposant la fortune cachée de plein de chefs d'État. En premier lieu duquel, le président de l'Ukraine, Zelensky, élu sur un programme de transparence anticorruption, et qui a toute sa fortune cachée dans les paradis fiscaux pendant que son peuple crève. Le président tchèque, Tony Blair, l'ancien dirigeant anglais, hein, qui a une filiale dans un rocher des Caraïbes, où il héberge une villa à 9 millions de livres en plein centre de Londres. Donc c'est ces mêmes ministres, ces mêmes politiques qui eux-mêmes ne payent pas d'impôts. Des gens très célèbres. Que fait la RTBF pour ce journal? C'est Pandora Papers. Donc on parle d'une enquête qui a mobilisé les meilleurs journalistes de la Terre entière pendant 1 an, qui est publiée. Le Soir a fait une couverture exceptionnelle là-dessus, les autres médias. La RTBF dit Pandora Papers, choquant mais pas forcément illégal. Et qu'est-ce qu'on vous voit? On voit un cabinet d'avocats qui vient expliquer que, oui, mais s'ils ont vraiment une activité industrielle sur ce rocher des Caraïbes, on ne peut pas dire que c'est une activité frauduleuse. Ils ont peut-être Tony Blair qui loge dans une fausse société écran sa villa londonienne à 9 millions dans les Caraïbes, sur un rocher où il n'y a même pas la place pour mettre une usine. Au lieu de dénoncer la RTBF, dit, et là on invite un avocat qui en général traite ses mêmes clients. Ces avocats, il faut savoir qu'ils gagnent leur vie pas avec vous, hein, ils gagnent leur vie avec les gros clients, avec les milliardaires souvent, qui va lui dire c'est choquant mais pas forcément illégal. Vous imaginez? Donc on a toute l'information, on a des employés de banque qui ont réussi à obtenir toutes les données bancaires des chefs d'État. La corruption est allée au grand jour, la fortune, et la RTBF qui dit choquant mais pas forcément illégal. Oui, ils n'aimeraient pas qu'on aille voir chez eux non plus. Écoutez, voilà. Et le problème, c'est qu'ils préparent la relève, parce que quand on voit un galisseux qui présente comme le gendre idéal, mais c'est une catastrophe, en fait. Hein. Je veux dire, c'est aussi un futur. D'ailleurs, on pense qu'il pourrait être... Oui, il a les dents qui rayent le parquet. Hein. C'est magnifique. Je veux dire, moi, je me souviens, quand j'ai vu cette absence de partis politiques au débat, je lui ai écrit, je dis, mais c'est scandaleux, démocratiquement, vous privez 20% de l'électorat de place dans le débat électoral avant les élections. J'ai eu par SMS la seule réponse, espèce de complotiste. Ah oui? Ah oui, c'est ça. De lui? Oui, de Thomas Galisseux, tout à fait. Bravo, c'est un argument magnifique. Vous trichez, l'illégalité la plus totale, espèce de complotiste. Non, c'est une bonne manière de ne plus penser à un complotiste. Ben voilà, c'est ça. Avant, écoutez, il y avait quoi? Avant, il y avait juifs, communistes, islamistes, complotistes. Terroristes. Voilà, terroristes. Il y a toujours un iste qui traîne, mais apparemment, la pensée politique de Thomas Galisseux s'arrête là. Oui, Thomas Galisseux a eu une promotion éclair à la RTBF. Il gagne bien aussi, je pense. Hein.
Il y a du écoute, 5-6 000 € par mois. Oui, c'est ça, c'est pas mal pour un journaliste. Plus c'est une vrai. voiture. Plus une voiture de fonction, 5-6 000 € par mois, mais bon, avec Jean-Pierre Jacquemin, il a son maître à 200 000 €, il l'atteindra un jour. Donc vous voyez, en tant que ne pas faire de vagues, ça permet quand même de s'assurer effectivement une promotion rapide au sein de la RTBF, et en fermant son bec, voilà. Et de passer dans plein d'émissions, de montrer sa C'est ça, et de faire croire. tête un peu partout. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est comme ça que bon, ben, les journalistes honnêtes, il y en a plein à la RTBF, mais voilà, ils sont soumis à cette caste. Mais Il y a c'est pas- cette pression sans doute aussi, hein, énorme, qui doit être énorme quand on veut faire autre chose. Oui, tout à fait. Réveillez-vous, hein, journalistes. On peut aussi lancer un appel. Ah, évidemment, aux journalistes. il y a plein de jeunes formidables à la RTBF, tout à fait. Il faut les aider. On peut mettre des flyers à la rentrée. un matin, on va aller Mais faire oui, une petite. mais pour vous dire à quel point Philippot, pourtant socialiste, s'en fout complètement de ses employés, c'est que Philippot a interdit une grève. Donc vous savez que le droit de grève est un droit fondamental. Eh bien, une grève est organisée début septembre à la RTBF, hein, suite aux problèmes justement salariaux. Donc on a vu que énormément de l'argent de la RTBF part dans les hauts salaires et pas dans le salaire du petit personnel. Il y a eu une grève qui a été décrétée par un syndicat, socialiste même d'ailleurs, à l'appel, la FGTB, la CGSP. Eh bien, il a dit « je m'assois sur le droit de grève » en conseil d'administration. Voilà, c'est magnifique. On a un socialiste qui, une fois patron, interdit à ses employés de faire de grève. C'est tout à fait illégal. Hein. Je veux dire, Mais vous, on le laisse faire. bah, si ça se passe dans une usine ici, je vous assure que les ouvriers viennent avec des tracteurs, ils défoncent l'entrée. Hein, et mais non, à l'RTBF, tout va bien. Bon, non, on ne fera pas grève à l'RTBF. Et voilà. Donc, je pense qu'on a du boulot, mais surtout, c'est une petite clique, une petite caste comme ça qui domine l'information publique. Et allons-y, mettons-nous tous ensemble, on va faire tomber cette digue. Franchement, ils ne sont pas très costauds. Ces personnes, on va les forcer à avoir une commission d'accès aux documents administratifs de la RTBF qui soit efficace et indépendante, un médiateur qui doit prendre ses responsabilités, les administrateurs, écolo, PTB, même MR, PS, tous, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas continuer à garder des gens qui violent la loi en permanence, qui truquent les élections, qui s'octroient des rémunérations incroyables. Vincent Engel, PTB, après 4 ans comme vice-président de la RTBF, soit tu tapes du poing sur la table ou tu te tires. Je veux dire, c'est honteux d'avoir détourné comme ça les suffrages des millions de gens qui ont voté PTB pour ne rien faire au final. Même chose pour Écolo. Hein. Bon, PSMR, eux, ils sont toujours ensemble depuis longtemps, on n'attend pas grand-chose d'eux, mais les partis qui se présentent comme un peu différents, c'est assez honteux. On a une ministre des médias, Bénédicte Lidard, Écolo, ça ne change rien. Et c'est général en Belgique. En fait, ces politiques sont juste là pour faire carrière, et ils ne prennent pas leurs responsabilités. On laisse aux hauts cadres, qui se comportent comme des cadres de grandes entreprises, ni plus ni moins, avec les mêmes techniques de harcèlement, de réduction des salaires et d'intimidation et de management par la peur, que dans n'importe quelle entreprise privée. Sauf que ce sont des entreprises publiques, c'est les nôtres, c'est nous qui les contrôlons, et donc on n'a pas à payer ça. Voilà, ce qui est toujours agréable avec Claude, c'est que malgré les informations qui pourraient être totalement désespérantes, il y a toujours énormément d'enthousiasme et d'espoir. Donc voilà, on continue, on lâche rien. Tout à fait, et avec grand plaisir, et j'appelle tout le monde à se joindre dans cette quête du Saint Graal, d'une information neutre et indépendante, et d'un contrôle sur la RTBF, un contrôle citoyen et transparent. Merci Claude. Avec plaisir.